Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours à 12h00 sur la chaîne principale DMG TV. Sur YouTube, on poste à 12h00. Sur la deuxième chaîne qui est celle des histoires mystiques exclusives, on poste tous les 15h une histoire exclusive. Et sur la troisième chaîne qui est celle du backup, juste pour pouvoir avoir une sécurité de nos vidéos, que si jamais on perd la première chaîne, deuxième chaîne, on sera au moins là pour récupérer. On a DMG TV backup qu'on poste tous les 13h30 les anciennes histoires. Et donc abonnez-vous sur toutes les chaînes. DMG TV YouTube. On a DMG TV pour les directs, c'est sur TikTok à 20h00 les mercredis et vendredis. Voilà. Et on a aussi une chaîne Facebook qui est DMG TV. Suivez-nous aussi là-bas. Et donc aujourd'hui, on va écouter plusieurs histoires. Je vous invite à liker, commenter, partager. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Surtout, laissez un like pour donner la force au mouvement. Voilà. On va écouter la première histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter une histoire qui se passe à Douala. C'est une histoire qui se passe dans une famille de 5. 2 garçons, 3 filles. Ces jeunes personnes-là viennent d'une famille plutôt de parents très intelligents. Ils avaient un grand terrain et ils ont su exploiter ces terrains-là en y construisant des studios, maisons. Et ils ont aussi la chance qu'un marché s'installe juste à côté. Et parce que ce marché s'installait, ils avaient profité de l'occasion pour faire au bord, sur les bordures de leur terrain du côté du marché, des boutiques, dont des magasins. La famille, tout allait super bien dans cette famille-là. Ils se marient, ils font des enfants. Malheureusement, quelques années plus tard, le grand frère qui, selon la tradition chez eux, contrôlait les biens décède. Les problèmes commencent quand? C'est quand la veuve de ce grand frère-là arrache le petit frère de son mari, de feu son mari, d'entre les mains de sa belle-sœur. La famille... Qu'est-ce que la grande famille en général n'avait pas fait? Oh, conseil de famille, oh, on va faire ceci. On essaie d'abord de menacer, rien ne se passe. Lâche-la. Est-ce que tu sais qu'on peut même t'accuser d'avoir tué ton frère pour pouvoir prendre les biens de la famille et aussi arracher sa femme? Lâche la femme là, non, parce que la famille, je vous assure, cette veuve-là, c'est une femme belle. Une beauté inoptisante, c'est parce qu'on n'a pas le droit de mettre les photos ici, sinon vraiment, vous allez confirmer. Et elle a fait de très beaux enfants. Donc on disait, pardon, lâche la femme là. Lâche la femme, le gars dit jamais. Mais ce qui était encore très mal, c'est le fait que il avait complètement abandonné sa femme à lui et ses enfants à lui. Presque tous les biens qui étaient maintenant sous son contrôle, il les dirigeait vers la veuve de son frère et les enfants de son frère. Les gens ont tout fait. On a même dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux même prendre la veuve, ok, tu peux la prendre. Mais occupe-toi quand même de ta femme et des enfants. Le gars, il s'en foutait. Finalement, sa femme à lui, elle avait commencé à faire le bayam salamay pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. C'est avec ça qu'elle s'occupait de ses enfants. Et cette maman-là, chaque fois qu'elle rencontrait l'autre femme, elle la maudissait. Elle était toujours en train de lui dire que ce que tu es en train de me faire là te soit rendu à toi et tes enfants de génération en génération. Que ce que tu es en train de me faire, elle répétait ça sans cesse. Elle avait déprimé, elle avait changé. Vous vous rendez compte qu'une femme propriétaire, magasin, de trucs, elle est en train de faire le bayam selam. La famille vient même le supplier que pardon, donne au moins un magasin, donne une des boutiques là pour qu'elle fasse même quelque chose dedans. Le gars dit jamais. La veuve lui avait tourné la tête correctement et bien. Vous vous rendez compte, la famille, le temps en train de passer. Cette veuve-là, elle avait déjà des enfants, dont garçons comme filles, super beaux. Aujourd'hui, la famille, connaissez-vous la situation de cette famille-là? Les filles ne sont pas mariées, les garçons ne sont pas mariés. Les garçons sont sous la gigolo et patati patata. Il est là-bas, c'est une femme riche qui s'occupe de lui. L'autre est là-bas, c'est telle chose qui est en train de se passer. Les filles, alors, les gars viennent et partent. C'est comme ça qu'elles ont toutes accouché très jeunes, filles comme garçons. Même les filles
Même quand peut-être un gars essaye même d'arriver au niveau du toquet porte, après vous voyez le môme en train de fuir et laisser la poussière derrière lui. Quand on demande, mais c'est comment, non, il dit que le gars ne vous dit même pas au revoir. C'est comment on vient boire la boisson du mariage quand le gars ne se retourne même pas pour vous dire pourquoi il est en train de fuir. Ou ils sont allés demander, on a dit que pardon, dégagez ou on ne sait pas. Mais ils viennent et ils partent. Aujourd'hui, ces filles et garçons-là, de cette fameuse veuve, ont à leur tour des enfants qui sont même déjà en train de faire des enfants parce ils accouchent très jeunes. Et le même sort les suit. Une vie sans sens. Je vous assure, la famille, une vie sans ça fait pleurer parce que quand tu vois la beauté qui est en train de... Et ils sont beaux. Ce qui est bizarre, ils sont d'une beauté pas possible. Mais tout ce que vous voyez, c'est une arrière-grand-mère qui se balade partout dans la ville de Douala avec de jeunes garçons dans ses bras. Et elle est fière, hein? Ah non, voici mon nouveau copain. Tu vois le jeune garçon qui a ses bras, tu dis, eh mon Dieu, si c'était mon frère, je te jure, j'allais aller te vendre aux femmes là. Je te vendais dans le con parce que, gars, tu ne mérites pas. Tu es une perte de 9 mois. Je vous assure. Vous voyez les jeunes garçons avec qui elle sort. Et les gens qui continuent à la draguer. Elle ne réfléchit même pas sur l'avenir de ses enfants et ses petits-enfants. Mais contrairement à elle, la femme à qui elle avait arraché, donc sa belle-sœur à qui elle avait arraché le mari, elle va super bien. Hein? Tous ses enfants, avec son argent de Bayam Selam, là, tous ses enfants, ils ont fait l'école, ils sont super bien, ils ont des postes, ils sont respectables et respectés dans la société. Les garçons en haut. Les garçons en haut, ils vivent très bien. Les gars vivent très bien la famille. Donc dans cette vie-ci, s'il vous plaît, n'oublions jamais que karma is a bitch. Le karma, non, c'est ici sur Terre d'abord que Dieu règle ces situations, hein, avant qu'on aille voir de l'autre côté ce qui se passe. Non, mais il règle d'abord ça ici. Malheureusement, le problème, c'est que parfois, la personne qui a commis l'acte, bien sûr qu'il paye souvent. Mais la dette, on dirait que plus le temps passe, plus la dette devient violente. Parce que regardez ce qui s'est passé sur ces enfants. Maintenant, ces petits-enfants. Et voilà les autres qui sont en train de naître aussi. Pardon, prions s'il vous plaît. Et n'oublions pas, ne faisons pas du mal aux gens. Et si nous avons faim, ça arrive. Demandons pardon. Demandons pardon au monde entier. Et demandons à ces personnes, demandez pardon à Dieu et à la nature. Demandons pardon s'il vous plaît. Demandons pardon. N'ayons pas honte de demander pardon. Pour sauver la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et tout ça. Demandons pardon. Donc, passez une bonne nuit. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à préciser que l'histoire que je vais raconter, elle n'est pas mystique, mais c'est plutôt une mise en garde. L'histoire s'est passée quand j'étais en classe de première au lycée. J'ai rencontré un monsieur, un jeune plutôt, sur les réseaux. On s'est rencontrés et tout, et le jeune, il m'a plutôt abordé en tant que grand frère. Il ne m'a pas donné l'impression qu'il voulait de moi comme femme. Il m'a abordé en tant que grand frère. Donc, on discutait, il prenait de mes nouvelles, je prenais de ses nouvelles. Et parfois, il m'envoyait de l'argent. Quand je suis passée en classe de terminale, j'ai fait mon bac, j'ai manqué l'examen. La deuxième année, j'ai manqué et j'ai décidé de changer. J'ai perdu mon téléphone, j'ai changé de numéro. Donc, moi et ce jeune-là et ce frère-là, vu que c'était devenu comme un frère, et ce frère-là, nous avons perdu contact. Donc, finalement, quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de réactiver mon ancien numéro. Et je tiens à préciser que le jeune, le monsieur, le grand frère, s'il faut dire, il était dans une autre ville. Et moi aussi, j'étais dans une autre ville, mais dans le même pays. Donc, quand j'ai eu mon bac, je suis allée dans la ville où lui, il se trouvait pour les études. Donc, quand je suis arrivée là-bas, je n'avais plus de ses nouvelles, je n'avais pas son contact. Et une fois, il y a un numéro qui me laisse un message. Et je vois que c'est lui. Donc, on discute, il prend de mes nouvelles, parce que ça faisait déjà 4 ans qu'on se connaissait, il prend de mes nouvelles et tout. Et je lui ai dit que non, j'ai finalement eu mon bac et je suis dans la ville où je te trouve. Il a dit, ah non, mais c'est bien, c'est très bien et tout. On continue à discuter par téléphone pendant au moins un mois.
Et puis un jour, il a cherché à me voir. Mais à toute fois, quand il voulait me voir, j'étais toujours réticente. Pourtant, il ne m'a jamais fait la cour. J'étais toujours réticente, je ne sais pas pourquoi. Et un soir, il insistait, environ, il était 18 heures, il insistait à ce qu'on puisse se voir. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aujourd'hui? Mais je tiens à rappeler préciser plutôt, moi, ma grand-mère disait souvent, si tu veux sortir et que tu n'es pas trop sûr de toi, paye un citron. Tu coupes le citron en deux. Tu sors avec un morceau, tu laisses un morceau chez toi à la maison. Quel que soit ce qui va arriver là-bas, tu dois rentrer chez toi. Même si on voulait te faire du mal là où tu vas, rien ne va se passer, tu vas rentrer à la maison, c'est un et sauf. Donc, j'ai cherché le citron de 18h à 19h. Je n'arrivais pas à trouver de citron. Quelque chose qui était facile à trouver, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et désespérée, je rentrais à la maison et je vois une dame qui faisait des gâteaux. Je suis allée vers elle. J'ai dit, non, madame, vous pouvez me vendre le citron. Elle m'a dit, ah non, mais le citron que moi j'ai déjà enlevé la peau. J'ai déjà enlevé la peau et tout. J'ai dit, non, c'est pas grave, donnez seulement. Elle m'a donné ça gratuitement. Je suis rentrée, j'ai coupé le citron en deux, j'ai laissé un morceau, je suis sortie avec un morceau. Quand je suis arrivée au lieu du rendez-vous, je l'ai attendu, il est arrivé, je dirais 10 minutes après. Et à moto, il m'a demandé de monter, qu'on allait se déplacer. Moi, j'ai dit, ah, moi, je ne monte pas à moto. Il a insisté, en tout cas, c'est pas possible. Je lui ai dit que non, mais moi, je vais prendre un taxi. Toi, tu vas devant, moi, je prends un taxi. Comme ça, on te suit derrière. Il a refusé. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, non, mais c'est moi-même qui ai payé mon taxi. Il a refusé que non, monte sur ma moto. J'ai dit, en tout cas, ça ne sera pas possible. Il a dit, d'accord, c'est pas un problème. Donc, moi, je vais que non, il va déposer sa moto et il revient me chercher. J'ai dit d'accord. Donc, je suis restée là. Et avant qu'il ne parte, d'abord, quand je suis arrivée au lieu de rendez-vous, il n'était pas encore là. Il y avait une voiture qui était garée là. Et pendant qu'on discutait, le monsieur était toujours garé, la voiture était toujours garée là à côté. Je me disais que peut-être c'est quelqu'un qui attendait peut-être sa chérie et tout. Moi, je n'ai pas prêté attention. Quand le jeune, il est parti avec sa moto, moi, j'étais là à l'attente. J'ai décidé de cheminer par rapport à la voie où il est allé. Donc, je marchais là. Donc, quand j'ai commencé à marcher, la voiture qui était garée là a manœuvré pour me suivre derrière. Mais il faisait en sorte à ce qu'il ne soit pas proche de moi. Il était à une certaine distance, mais il roulait tout doucement. Quand j'ai remarqué, je me suis dit non, c'est pas ce que je crois. Donc, dès que je m'arrête, la voiture s'arrête. Si je fais demi-tour, la voiture aussi manœuvre encore pour me suivre. Ça fait ça pendant au moins 3 fois de suite. J'ai dit non, là, apparemment, quelque chose de mauvais va se passer. J'ai pris mon taxi, je suis rentrée. Sur le chemin du retour, j'ai fait une note à ce jeune. J'ai dit en tout cas, je n'aurais jamais cru que toi, quelqu'un que je connais, puisse me faire ce genre de choses. Ce que tu as voulu faire avec moi aujourd'hui, il faut savoir que non, je suis informée et que ce n'est pas tout le monde qu'on peut kidnapper. Je ne suis pas un mouton de sacrifice et je ne serai jamais un mouton de sacrifice. Donc, je l'ai dit que ce soit la première, la dernière pour que tu essaies de me contacter. Mais vous, DMG, tu sais, il a lu mon message, il a vu mon message, il l'a lu et il n'a pas répondu. Tu sais, si tu te reproches de rien, tu réponds, mais pourquoi tu dis ça? Mais lui, non, il est resté calme. Donc, c'est comme si j'avais raison par rapport à ce que je disais. Je suis arrivée là, je l'ai laissé peut-être la soirée, peut-être qu'il allait me faire un message pour dire que non, c'est pas ce que tu penses. Jusqu'au lendemain, il ne m'a pas fait de message. J'ai alors compris que c'était ce que je pensais. Donc, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué et je dirais 3 mois après, c'est un autre numéro qui me contacte. Il m'envoie directement l'une de ses photos et il me fait un message, il me dit, ce jour-là, tu avais vraiment de la chance. Et il m'a bloqué. Donc, je n'ai même pas eu le temps de répondre à son message. Il m'a bloqué. Donc, j'ai compris alors que ce que je pensais là, c'était le cas. Donc, la leçon de morale que je tiens à préciser, c'est que ne mettez jamais la main au feu pour quelqu'un. Ne mettez jamais la main au feu pour quelqu'un. Parce que moi, à l'époque, si on m'aurait dit que ce jeune-là que je connaissais depuis 4 ans, qui était comme un grand frère pour moi, pourrait un jour envisager me faire du mal, je n'aurais jamais cru. Jamais cru, je n'aurais jamais cru. Pour moi, ça m'a fait de la peine venant de lui. Et c'est ce que je tenais à raconter. Donc, faites attention à tout. Parce que moi, depuis que je suis DMG, je suis devenue parano. Donc, je fais attention à tout. Et ce jour-là, si je n'avais pas fait attention peut-être à ce détail-là, je ne sais pas ce qui m'aurait été arrivé ce jour-là. Franchement, je ne sais pas. Mais franchement, faisons attention à tous les petits détails quand nous sortons
à tous les petits détails, parce que les petits détails peuvent vous sauver la vie. Désolée si j'ai été longue, vraiment excusez-moi, et désolée pour la façon dont j'ai raconté, je bégaye. Franchement, excusez-moi encore et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Alors, bonjour la team DMG TV. Excellentes conditions d'écoute à vous. Alors, je vous appelle depuis le Congo, plus précisément dans la capitale économique du Congo qu'on appelle Pointe-Noire. Voilà, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée précisément dans ma famille. Voilà, sans plus tarder, c'était un de mes cousins lointains qui a fait connaissance d'une fille. Il a fait connaissance d'une fille, la fille provenait d'une autre ville. C'est le genre de fille qui provenait d'une autre ville. Les week-ends avec ses amis, elles viennent faire la vie et puis le lundi elles repartent. C'était comme ça. Et un soir, mon cousin là, qui est mon cadet, il a fait connaissance de la fille dans une boîte de nuit et tout. Tout de suite, le courant est passé. Et voilà, ils ont dormi ensemble une fois, deux fois, trois fois. Et subitement, la fille est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Bon, soi-disant que dans leur famille, on ne fait pas d'avortement et tout. Donc, ils se sont décidés les deux de garder la grossesse. Maintenant, elle, quand elle faisait ses navettes entre la ville où mon cousin lointain se trouvait et sa ville d'origine, elle ne signalait pas ses parents, vu qu'elle louait elle-même et tout, machin, bref. Donc elle tombe enceinte, la grossesse évolue, c'était bien, c'était beau et tout. Et quand la grossesse atteint les 9 mois, la fille décède subitement. Elle a fait une petite crise, on l'emmène à l'hôpital. C'était trop tard, elle était partie. Il était question qu'on rentre en contact avec la famille de la fille et tout, qui était dans l'autre ville voisine. On a pu rentrer en contact à travers ses copines avec la famille de la fille et tout. Le père de la fille qui fait savoir à mon petit frère que voilà, moi je sais que ma fille, je suis pas au courant que ma fille se trouve là-bas dans l'autre ville, je sais que ma fille se trouve ici. Donc moi je veux voir ma fille vivante. Donc tout ce que vous me racontez là, je sais rien de tout ce que vous me racontez. Moi je veux voir ma fille vivante. Alors que la fille était déjà dans un casier à la morgue et tout. Donc on a réussi à convaincre son père, à convaincre ses parents et tout. Et ils voulaient rien savoir. Ils ont dit bon, quand ma fille, elle est allée rentrer dans un foyer. Nous, on ne connaît ni la personne. On n'a ni bu une bière du gars avec lequel elle vivait. Donc, de la même manière que notre fille est dans le frigo, à la morgue, cet enfant-là aussi doit rejoindre notre fille à la morgue. Donc, c'était compliqué. On est allé consulter on est allé consulter et tout. Là, on est allé consulter, on nous a dit que là, c'est compliqué. Votre cousin va partir parce qu'ils ont fait des trucs sur le corps et tout. Donc, après maintes réflexions plutôt, on est allé saisir un prêtre orthodoxe. Le prêtre orthodoxe a dit que le combat est compliqué parce que là, ils ont blindé le corps de leur fille. Ils ont blindé le corps de leur fille. Il est question que dès qu'on enterre la fille, quelques temps après, la fille viendra chercher son gars. Donc là, c'est compliqué. Donc, il nous a donné quelques trucs qu'on devrait acheter. On a acheté ces trucs-là et tout. Et boum, il fallait qu'on aille à la morgue. Donc, on va à la morgue, il était peut-être 23h. Qu'est-ce que le petit fait, le cousin? Il se lève au portail de la morgue,
Il appelle le nom de sa copine 3 fois et il retourne dans la voiture et nous on démarre. Et le prêtre rentre dans la morgue pour faire le travail. C'était ce qu'on a fait. Le petit frère s'est levé devant le portail de la morgue. Il a appelé le nom de sa copine 3 fois. Il s'est retourné sans voir derrière. Il est rentré dans le véhicule et on a démarré, on est parti. Le prêtre est resté à la morgue de 0h à 3h50, voire 4h du matin. Quand le prêtre nous a rejoints, il était en sueur. Le prêtre était en sueur. Il nous a dit que le combat n'était pas facile. Déjà, le prêtre, quand il rentre à l'intérieur, le morgue lui demande que vous êtes là pour voir quel corps. Ah, corps numéro tant. Le morgue lui dit, mais le corps là a un problème finalement. Parce que vous êtes peut-être la 4e ou la 5e personne qui cherche à voir ce corps-là. Donc, pour vous dire que le spiritisme existe. Jusqu'aujourd'hui, mon cousin lointain, là, il vit, il va à ces trucs et tout. Voilà, il nous avait donné quelques trucs à faire. Il fallait qu'on le lave, il fallait beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est un peu l'épisode mystique que j'ai essayé de vivre. On a beaucoup fait. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir DMG TV, j'espère que tu vas bien. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu vas écouter cette histoire. Et j'ose espérer que toute la grande famille DMG TV se porte à merveille. Alors mes salutations fraternelles à nos devanciers, les gens, nos pères et nos mères qui ne cessent de raconter des histoires à longueur de journée. Alors mention spéciale à l'homme de l'ombre autant pour moi, la fille du Sud, tonton Gildas et la tata qui vit en Turquie. Alors big up à vous et big up à toutes les personnes qui racontent des histoires sur cette plateforme. Alors comme on le dit très souvent, likez, partagez, abonnez-vous. Grâce à ces gestes simples, la communauté grandit et de nouvelles personnes aujourd'hui pourront avoir la vie sauve grâce aux histoires que vous racontez. Donc likez, partagez et abonnez-vous. Alors c'est l'histoire d'un ami, quelqu'un que j'ai côtoyé pendant quelques temps, on va dire 6 mois, qui est devenu un ami par la suite. Alors l'histoire se passe au Burkina Faso, où je vis actuellement. Je tiens à vous dire que je suis de confession musulmane. Alors avant de conter mon histoire, permettez-moi d'attirer l'attention de tout le monde ici sur la curiosité. Alors cette histoire tourne autour de la curiosité. Sachez que par moments la curiosité peut être intéressante autant pour moi, mais la plupart du temps la curiosité mène à des trajectoires pas du tout nettes. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Au fait, c'est l'histoire d'un ami. Je veux donner un nom d'emprunt, on va dire Ousmane. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, je suis de confession musulmane. Alors Ousmane, c'est un jeune d'environ 30 ans. C'est un jeune débrouillard, un jeune qui a une femme et une petite fille de 5 ans. Donc c'est un jeune qui se bat dans la vie, qui survit le jour au jour en fait. Donc un jour Ousmane va dans une librairie de la place à Ouagadougou et il tombe sur un livre. Alors un livre malheureusement qui va bouleverser sa vie à jamais. Alors pour les musulmans, la plupart connaissent ce livre. Alors c'est le Shams al-Marif, voilà, ça signifie le soleil des connaissances. C'est un livre qui est vendu dans quelques librairies. Heureusement aujourd'hui c'est un livre qui est difficile à trouver, mais on peut le trouver un peu partout. Alors c'est Shams al-Marif. Alors je vous conseille pas de lire ce livre, non pas du tout. Et en français c'est Talisman, soit Shams al-Marif ou Talisman. Alors c'est Ousmane qui malheureusement qui rencontre ce livre
Et déjà, l'état du livre qui était très vieux, qui était délabré, attire son attention parce que c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Il est très curieux, il lit beaucoup, donc il décide d'acheter le livre. Et je tiens à vous dire qu'il est musulman. Alors, le Shams al-Marif, c'est un livre qui a été écrit depuis, je crois, si je ne dis pas des bêtises, depuis une centaine d'années par... Alors, il y a il y a beaucoup d'exemplaires qui ont été publiés. Il y a eu des modifications. Alors, mais le Shams al-Marif, dans son originalité, existe encore. Voilà. Pour les trouver, il faut vraiment fouiller, au fait. Donc, ça a été écrit par un ancien cheikh. Alors, un cheikh, c'est un connaisseur du Coran. Alors, c'est quelqu'un qui a dévié par la suite, malheureusement, au fait. Donc, c'est un livre de recettes pour invoquer, comme on dit chez nous, des djinns. Alors, les djinns, c'est tout simplement des esprits qui peuvent être maléfiques et qui peuvent être voilà, bien également. Parce qu'on le dit chez nous, les djinns et les humains étaient créés pour l'adoration. Voilà. Donc, la plupart des noms des djinns qui apparaissent dans ce livre, c'est des djinns très, très maléfiques. Alors vraiment maléfique, raison pour laquelle il nous interdit d'acheter ce livre. Il nous interdit de lire ce livre. Voilà. Dans ce livre, il y a pas mal d'incantations. Donc Ousmane, il acheta ce livre. Il arrive à la maison, il commence à lire ce livre, il commence... Bon, au début, il y a rien... les premières pages, il n'y a rien d'intéressant. Au fur et à mesure qu'il fouette le livre, voilà, il se rend compte que c'est un livre pas du tout ordinaire. Il voit des incantations, il voit des triangles, excusez-moi, il voit des triangles, il voit, voilà, des noms bizarres, des noms qu'il n'avait jamais entendus. Voilà, donc lui, ça a éveillé sa curiosité. Donc, il y a quelques passages du livre qui disaient que, voilà, vous pouvez faire apparaître des puissants djinns qui vont travailler pour vous, voilà, qui vont vous donner tout ce que vous souhaitez. Sachant que Ousmane, c'est un débrouillard, on va dire un galérien, quelqu'un voilà, qui survit au jour le jour. Donc, voilà, il a saisi cette opportunité pour avoir de l'argent et tout. Mais malheureusement, ça a été néfaste pour lui. Donc, il va s'enfermer dans la chambre, voilà, à l'abri de tous les regards. Il va commencer à faire des incantations dans ce livre, à travers ce livre. Il va suivre la procédure. Il va tracer des triangles, allumer des bougies, appeler, voilà, il va appeler les djinns, voilà, les esprits, si vous voulez, les esprits qui sont dans le livre, il va appeler, il va appeler, il va appeler, il va faire ça pendant 10 jours, voilà, pendant 10 jours, il va faire ça. Au bout du 11e jour, voilà, c'est là où le djinn apparaît devant lui. Et comme le djinn apparaît devant lui, mais le djinn est dans une forme, dans une forme monstrueuse, au fait. C'est, on peut même pas imaginer. On peut même pas imaginer la forme de cet esprit. Et le gars Ousmane, il a gardé son sang-froid parce que s'il paniquait là, il allait devenir fou. Donc il a gardé son sang-froid. Et quand le djinn a vu que Ousmane ne paniquait pas, il lui a dit, ah, vu que tu n'as pas eu peur, vu que tu n'as pas fui, alors dis-moi pourquoi tu m'as invoqué. Donc Ousmane a dit pourquoi je veux avoir un bon travail, je veux avoir de l'argent, je veux avoir des voitures, etc., etc. Il a demandé la richesse. Le djinn s'exécuta. Au bout de quelques mois, il a commencé à avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Il a commencé à faire des affaires et tout. Bon, il n'a rien dit à sa femme, hein, il a juste dit à sa femme que voilà, Dieu lui a fait grâce et tout. Donc, il lui a pas dit comment il a fait pour avoir cet argent. Donc, mais le problème, c'est que c'est des djinns très puissants. C'est des djinns qu'on ne peut pas du tout tenter. Donc, au bout d'un moment, ils te donnent ce que tu veux, mais après, tu deviens leur esclave. Donc, au bout de 1 an, 2 ans,
Ousmane, il roulait très bien, il roulait très bien. C'est quelqu'un, son train de vie avait changé, honnêtement. Voilà, le soleil souriait chez lui, au fait. Donc, au bout de quelques temps, maintenant le djinn a commencé à prendre le dessus sur lui. Le djinn a dit que, voilà, depuis plusieurs années, je te donne, voilà, tout ce que tu veux maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas travailler pour moi. Et à partir de cet instant, la vie de Ousmane a basculé. Vraiment, il a commencé à vivre la traversée du désert, en fait. Le djinn l'utilisait pour faire, voilà, pour assouvir ses désirs. Le djinn, le gars, il était méconnaissable. Il commençait à dépérir. Le djinn le battait complètement. Au fait, tu le vois en train de crier, comme si quelqu'un le battait, mais tu ne vois personne. Il reçoit des coups, mais tu vois personne le frapper. Il reçoit des coups, au fait, vous voyez. Donc, c'était un enfer pour lui. Il ne pouvait plus, et il ne pouvait même pas dire à sa famille ce qu'il vivait. Ses affaires commençaient à chuter. Et voilà, il n'avait plus de rentrée d'argent et c'était très, très compliqué. Donc, sa femme a commencé à remarquer ça. Sa femme a vu que c'était bizarre, que voilà, c'était inconcevable que son mari souffrait comme ça. Il délirait, il devenait fou, il courait, il fuyait, il pleurait, il appelait à l'aide, mais bon, on ne sait pas pourquoi il appelle à l'aide. Voilà, lui seul, il sait pourquoi, voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc, sa femme a appelé un imam, voilà, pour faire une ruqya. Alors, une ruqya, c'est de l'exorcisme, au fait, avec le Coran, voilà. Ça permet de chasser les mauvais esprits et tout. Et donc, lorsque l'imam est venu, l'imam a fait sa ruqya et tout. Donc, le djinn que Ousmane avait invoqué, le djinn commence à prendre possession sur lui et parle à travers Ousmane et dit que voilà, je suis un tel, voilà, j'ai pas demandé à venir, c'est lui qui m'a invoqué, il voulait de l'argent et tout. Mais aujourd'hui, c'est à moi de me servir de lui. Maintenant, il m'appartient et tout et tout. C'était vraiment compliqué, hein. C'était très, très, très compliqué parce que le djinn n'était pas venu de lui-même, c'était Ousmane qui avait invoqué le djinn. Et là, c'est compliqué de faire partir le djinn. C'est très, très compliqué. Voilà, d'autant plus que c'est un djinn très puissant. Il y a plusieurs catégories de djinns. Il y a des petits djinns et il y a des djinns, voilà. Il y a des shayatin, voilà. Des djinns très puissants, très maléfiques. Donc, c'était très compliqué. Il y a eu plusieurs séances de ruqya avec plusieurs imams. Vraiment, bon. Jusqu'aujourd'hui, Ousmane, il n'est que l'ombre de lui-même. Il déambule dans les rues, il est presque devenu, il est fou, on va dire, il est fou, il parle seul. En fait, il a tout perdu, il a tout perdu. Alors, je voulais juste dire que vraiment, faisons attention à la famille, faisons très attention. Aujourd'hui, n'essayons pas de chercher, voilà, quelque chose qu'on ne pourra pas maîtriser plus tard, en fait. Surtout dans le monde de l'occulte, dans le monde de l'invisible, il y a des choses qui nous dépassent. Et vraiment, je tiens à vous dire que ce livre-là, ce livre est vendu, hein. Moi-même, j'ai déjà vu ce livre une fois. Heureusement pour moi que je me suis même pas approché. C'est un livre vraiment, pour les musulmans, vous devez connaître ce livre, c'est Shams al-Marif, le soleil des connaissances. Et en français, c'est écrit Talisman. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez ce livre quelque part, s'il vous plaît, ne vous approchez pas de ce livre. Parce que vous allez devenir esclave de ce qui va se passer plus tard. Merci DMG TV, voilà, c'est la fin de mon histoire. Je vous espérais que, voilà, que ce conseil sera écouté par tout un chacun. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, c'est la femme qui avait fait la fête de sa fille au parc et qui avait eu une boule au cou lors de la fête. Bon, je viens encore aujourd'hui avec une autre histoire DMG. Mais avant de raconter cette histoire, j'aimerais commencer par vous, les auteurs de l'accueil partagé. En fait, ça fait 2 semaines DMG que j'étais au Cameroun
Et j'ai vécu une histoire là-bas qui a un peu secoué, en fait, qui m'a un peu, qui m'a fait me rappeler d'une histoire que j'avais vécue il y a 20 ans dans un pays de l'Afrique centrale. En fait, il y a 20 ans, je vais d'abord commencer par l'ancien afin d'en venir à la nouvelle. Il y a 20 ans, je faisais les papiers pour aller, pour voyager, pour aller à Beng. Et du coup, on avait vu certains gars qui nous faisaient les papiers avec la nationalité de ce pays où je me trouvais, de l'Afrique centrale. Et je devais aller le lundi prendre le visa parce que les papiers avaient été, le dossier avait déjà été déposé et je devais aller le lundi prendre le visa. Alors le dimanche, je vais à l'église, je rentre de l'église, je viens, je me couche, je rêve que je suis tombée dans un trou comme ça. Tchoum! Merde, je me réveille et dis, mais c'est quel trou je suis tombée dedans comme ça? En fait, je suis quelqu'un, quand mes rêves m'avertissent toujours de quelque chose, des choses qui vont m'arriver. J'ai fait trop de rêves prémonitoires. Je me suis levée, je n'ai pas prié. En fait, à l'époque, je ne comprenais pas en fait. J'étais encore un peu plus jeune, je ne comprenais pas que tout ce qui devait m'arriver, je voyais avant. Donc, je ne comprenais pas ça. Je n'arrivais pas à vraiment comprendre ce que Dieu essayait toujours de me montrer. Donc, ça ne me dit rien. Je ne prie pas, je rêve comme ça, je ne prie pas, je ne fais rien. Et le lendemain, j'avais rendez-vous à 15 h. Je suis allée. J'ai passé l'interview et tout, et tout, et tout. Et on m'a demandé d'attendre dehors et après, on m'a demandé d'entrer. Je suis entrée et on m'a arrêté. Alors, j'ai eu les problèmes, Je suis même passée au tribunal. Et le gars avec qui il y avait aussi un jeune là avec qui je faisais le dossier. Les mêmes groupes avaient aussi fait son dossier. Et du coup, on l'avait aussi arrêté. Et c'était un de mes frères du village. Et on se retrouvait ensemble au tribunal. Alors, c'est pour vous raconter quoi, DMG? C'est pour vous dire que parfois les rêves, quand vous rêvez, comme on a toujours dit ici dans l'émission de DMG, il faut prêter attention à ses rêves. Donc, j'avais été averti que je devais avoir un problème et je n'ai pas pris ça en considération. Donc, voilà. Je ne vais pas continuer la suite de l'histoire. Je vais m'arrêter à ce niveau avec cette histoire-là parce que c'est un mauvais passé pour moi. Je n'aimerais pas aller plus loin avec. Alors, j'en viens à mon histoire du Cameroun. C'est grâce à cette histoire que j'avais vécue à l'époque là que ce que j'ai vécu au Cameroun il y a 2 semaines a attiré mon attention. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée au Cameroun et je devais aller au village pour 4 jours. Et donc, j'ai loué la voiture à un monsieur chez qui j'avais déjà loué la voiture dernièrement en mars, avril, que j'étais au Cameroun. J'avais loué la voiture à ce monsieur pour 3 jours. Et cette fois-ci, j'ai fait pareil. Donc, quand je le contacte, il me dit que ok, il va venir à la veille. Et il me recontacte, il me dit, bon, je viens à la veille pour qu'on fasse un contrat. Je dis d'accord. Il vient à la veille, mais sauf qu'il vient avec son patron assis dans la voiture. Il m'amène une de ces belles voitures et je l'avais prévenu que je voulais la même voiture que j'avais prise la dernière fois. Il n'y a pas de cela 8 mois. Je dis que je l'avais prévenu que non, je veux la même voiture. Tu me ramènes la même voiture. Il a dit oui. Mais ils sont venus avec une très belle RAV4, celle qui était devant, celle que j'avais devant, celle que j'avais pris en mars était les anciens RAV4. Donc, il m'a ramené celle qui était devant celle-là. Moi, et quand j'étais à l'hôtel, dès qu'ils ramènent la voiture, je sors de l'hôtel avec ma cousine. C'était ma cousine ou bien c'était un ami? Non, c'était ma nièce. Ma nièce, je sors de l'hôtel avec ma nièce. Et il me dit, il sort de la voiture en disant à son patron que là, voilà. Je les avais écoutés, je les avais entendus. Et bon, ça m'a fait bizarre. Parce qu'il m'a dit qu'il venait pour qu'on signe certains contrats.
J'ai donc attendu qu'il me tente, comme si ce contrat qu'il est venu signer avec moi, mais il n'a pas parlé d'aucun contrat. Et ils m'ont dit que bon, voilà la voiture que tu dois prendre. J'ai dit non, je ne prends pas cette voiture. Il me dit que non, mais c'est devant celle que tu devais prendre. Je dis non, je ne prends pas cette voiture. Je vous ai dit que je voulais la même voiture que la dernière fois. C'est celle-là que je veux. Celle-là, elle n'est pas très luxueuse. Et moi, je n'aime pas les choses de luxe. Ce qui le frappe à l'œil, je n'aime pas. Je veux l'ancienne là. Il me dit que ok, ça veut dire qu'on va revenir alors. Bon, je ne sais pas pourquoi ma bouche s'est fermée. Moi qui ai l'habitude de poser trop de questions, comme où est le contrat qu'on devait signer, je n'ai pas dit. Alors le soir, il me dit qu'ils viennent à 20h. À 20h, j'attends, ils ne viennent pas. À 21h, ils arrivent. Et le monsieur me tend un papier comme quoi c'est le contrat. Je devais juste mettre mon nom et mettre le numéro de ma carte d'identité. Je pense que c'était un truc comme ça. Mais je ne vais pas mettre la somme ou bien ou toute autre chose. Je ne devais rien mettre. Et moi, j'ai mis mon nom. Jusque-là, je n'avais pas d'arrière-pensée. J'ai mis mon nom et j'ai mis le numéro de ma carte d'identité. Et sauf que le même jour, parce que même je suis quelqu'un depuis que je suis maintenant prévisible. Donc, sauf qu'en venant signer ce contrat, prendre cette voiture le soir, j'ai demandé à ma nièce de prendre on a pris le jujube. Et même quand il me tendait le stylo pour que je signe le contrat, j'avais le jujube dans la main. Après, j'ai fermé mes mains comme ça, j'ai donné le jujube là à ma nièce. J'ai dit arrête-moi ça. J'avais déjà parlé de ça à ma nièce. Elle a arrêté, dit qu'après on va verser ça dans la voiture. Tu as compris? Elle a dit oui. Quand on signe donc d'abord, je lui remets l'argent pour le contrat pour 4 jours, je lui remets l'argent. Ils sont partis, ils m'ont laissé la voiture. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la voiture, je verse le jujube dedans, je verse, je dis, je prends, et je parle, je dis tout ce que j'avais à dire. Et je referme la voiture. C'est comme ça que dans la nuit, on s'en va dormir, il est 22h30 comme ça, on s'en va dormir. Ma nièce dit que je devais voyager avec elle. Et mon neveu devait venir me conduire le matin, il devait venir à 4h. Je devais voyager avec ma nièce, donc il est venu dormir avec moi à l'hôtel. Mais il n'est même pas 23h DMG, je rêve. Le même trou où j'étais tombée avant d'avoir mon problème que je vous expliquais tantôt, je rêve, je suis tombée dans un trou. Boum, je dis, et j'ai crié. Ma nièce a dit, maman, c'est quoi? Je lui ai dit, mais je viens de tomber dans un trou. C'est curieux. Qu'est-ce que ça peut être? Et je me réveille. J'ai dit même 22h. Oui, il était minuit moins. Je me réveille. Je regarde. 0h. 00. Je commence à prier. Bam, 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 bam. Je prie. Pendant que je suis en train de prier, c'est comme si le Saint-Esprit me dit, appelle le monsieur là. Dis-lui que il avait dit, qu'il te filme la copie du contrat, il t'envoie. J'écris directement le message, j'arrête la prière, j'écris au monsieur, dis, monsieur, vous ne m'avez pas envoyé la copie du contrat. Et s'il vous plaît, comment s'appelle votre patron? Il ne me dit rien. Il dit que oui, la copie du contrat, vous aurez demain. Comment s'appelle votre patron? Il ne dit rien. Je dis que parce que mon mari veut absolument connaître son nom, je mens même, je dis que mon mari veut absolument connaître son nom, il ne dit rien. Je dis que je voudrais avoir son nom, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui me parlait comme ça, demande tout ça. Et j'ai donc posé cette question, j'ai posé toutes ces questions, et il n'a rien dit. Et je me suis dit, waouh, j'attendais à ce qu'il me réponde plus tard pour me donner le numéro, ou même le contrat qu'il m'envoie, rien. Il m'a dit non, je vais t'envoyer le contrat le lendemain. Il n'a rien envoyé, rien du tout. Donc, tellement je l'avais posé la question et il était minuit. Et il était encore en ligne. J'ai dit que waouh. Et c'est comme ça le lendemain, j'ai dit que non, ça ce n'est pas normal. Je dois prendre la route, mais je pense qu'il y a eu quelque chose. Dieu ne peut pas me montrer ça pour rien. C'est comme ça que le lendemain, on a encore pris l'eau. Allez, bénir la voiture, prier. On devait voyager à 4h. Et on a pris. Et la voiture n'avait même pas d'essence. Ils m'ont donné une voiture toute qui n'avait même pas d'essence.
C'est comme ça qu'on a tiré la voiture, allé. On est finalement quitté parce que le temps de faire la prière, on est quitté là-bas finalement à 4h40 comme ça. Donc c'est comme ça qu'on est parti. On a voyagé. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis en route et il y a un enfant qui passe là en pleurant. Je m'excuse vraiment. Pourtant, je suis dans un coin où il n'y avait vraiment personne. Donc c'est comme ça que j'ai voyagé. Et pendant le voyage, je vous en prie, j'ai passé mon temps, les louanges. Et je parlais, j'annulais, je parlais tellement à Dieu. Le monsieur ne m'a pas contacté tous les 4 jours. Pendant ces 4 jours, le monsieur ne m'a plus jamais contacté. Pourtant, la dernière fois, quand je voyageais avec la voiture, il m'appelait tout le temps. Ça va. Mais cette fois-ci, rien du tout. Et le jour que je retourne avec la voiture, jusqu'à j'arrive à Douala, j'appelle le monsieur, il était 22h le dimanche. Je lui dis que je suis là. Vous pouvez venir chercher la voiture. Il dit que madame, laissez la voiture là-bas, à l'hôtel. Je viendrai chercher demain. Et quand il est venu le lendemain pour prendre la voiture, je ne sais pas. Il n'était pas... Il avait du mal à me regarder dans les yeux. Moi, je voulais le soutenir du regard, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Moi, j'ai compris tout simplement. Je suis rentrée ici, j'ai raconté ça à mon mari. Il m'a dit que ça, c'est très curieux. Ça, c'est très curieux. Tu sais, au Cameroun, c'est déjà la fin d'année et tu étais déjà presque en novembre. Donc, franchement, je pense que cette histoire n'est pas nette. Il y avait eu quelque chose. Mais seulement ta prière et ton éveil à balancer ça, à bouleverser à renverser le plan. Je pense que c'était ça. Bon, c'était ça mon histoire d'IMG. Je vous exhorte de partager, de commenter, de liker. Merci à vous, d'IMG, pour tout ce que vous faites. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour à la famille DMG TV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et puis commentons. La famille, je viens ici raconter l'histoire de 2 amoureux. En fait, ces amoureux-là s'étaient rencontrés à l'adolescence quand ils étaient encore au lycée. Mais bon, comme les adolescents ne sont généralement pas maîtres de leur mouvement, ils avaient dû se séparer à cause des affectations des parents. Bien sûr, l'univers ayant cette capacité-là de réaligner les âmes sœurs, les deux se rencontrent à Ngouakele, à l'université de Ngouakele, et ils sont en plus dans la même filière. Les gars, alors, l'amour reprend, tout va super bien. Le seul nuage qu'il y avait dans leur paradis, c'était la belle-mère, donc la maman du garçon. Elle qui savait bien que c'était l'ancienne Ngo de son fils et qu'il l'aimait beaucoup et elle voyait bien comment son fils était heureux, mais elle demandait à son fils de ne pas sortir avec cette fille. Au début, c'était du style petit mot jeté comme ça et tout ça. Et puis ça escaladait au point où elle s'était mise à jeter des mots vraiment violents au visage de la fille, lui interdire l'accès de sa maison. Et là, maudire, lançant carrément des paroles de malédiction. Non, si tu épouses mon fils, ce sera, comme on dit souvent, over my dead body. Donc, ce sera sur mon cadavre. Tu vas traverser mon cadavre avant d'épouser mon fils. Vous comprenez un peu? Donc, tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Et en plus, son truc phare, c'était tu vas jamais épouser Ngarafis. La famille africaine, Ngarafis, c'est en fait une mauvaise prononciation du mot Grassfield. Grassfield, c'est en fait le nom anglais qu'on donne généralement aux gens qui sont à l'ouest du Cameroun, les habitants des Grassfield. Alors la maman la disait Ngalafis. Bon, c'est généralement comme ça que la plupart des gens disent au Cameroun Ngalafis. Donc les Bamileke, les gens de l'ouest du pays. Donc cette maman-là, c'était ça son truc phare. Jamais, tu vas jamais épouser Ngalafis. Mais c'était aussi étonnant parce que, en fait, dans leur famille, le gars avait des grands frères et des grandes sœurs qui étaient mariés dans presque toutes les tribus du Cameroun. Donc, ils ne comprenaient pas, mais pourquoi est-ce que c'est seulement sur notre petit frère, en plus le dernier, que la maman est en train d'exercer sa sorcellerie là. Donc, le temps est en train de passer, le papa, lui, il est de leur côté, il a dit, pardon, allez vivre votre vie et tout ça, vous savez comment sont les belles-mères, ne gérez pas son truc, allez vivre votre vie, elle va changer un jour et tout ça.
Un jour, alors, la fille, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Il n'avait pas prévu, il n'avait pas voulu qu'elle soit enceinte avant qu'il n'ait terminé la fac et qu'il ne doit commencer à travailler. Mais bon, ils se sont aussi dit que quelque part, ça pouvait aider à forcer la main de la belle-mère, n'est-ce pas? Ouais, généralement, selon ce qui se dit généralement, même quand elles détestent une belle fille à la venue de leur petit-fils ou de leur petite-fille, elles changent complètement. Donc, mais dans ce cas-ci, c'était grave parce que la fille dit qu'effectivement, quand elle était arrivée avec son chéri pour annoncer la nouvelle, s'attendant à ce que peut-être ça ramollisse le cœur de la belle-mère. Mais la fille dit qu'elle s'est rendue compte ce jour-là que si la maman là avait une marmite d'huile au feu, elle lui aurait versé ça sur le corps. Elle avait vu ça dans les yeux de la maman et les mots durs que cette maman avait prononcés à l'encontre du fœtus qui se développait dans son ventre. C'était horrible. Même le papa s'était fâché. Même le papa qui était généralement calme, qui est amusant, blagueur, qui aimait souvent calmer la situation là, même lui s'était fâché contre sa femme. En tout cas, malheureusement, quelques semaines plus tard, elle perd la grossesse. Bon, bien sûr, c'était le premier fruit de leur amour et le premier enfant qu'ils auraient eu, l'un et l'autre. Mais, quelque part, il s'était aussi dit que, ok, c'est peut-être mieux, hein, Dieu, lui, sait comment il fait ces choses. Parce que si on avait eu cet enfant-là, qui sait dans quoi ta maman nous aurait mis. Donc, il s'était dit que, ok, bon, il n'y a pas de problème, on aura plus tard, mais gérons d'abord la situation-ci. Un jour, alors, de retour d'un enterrement à l'ouest du pays, à peine arrivé, à peine elle a déposé son sac, c'est son téléphone qui est en train de sonner non-stop. Quand elle regarde, c'est sa tante. Elle l'appelle. Attends, c'est comment, non? Attends, pardon. Reprends le car. Reviens rapidement. Reviens avant la tombée de la nuit. Il faut que tu sais si ne dors pas à Yaoundé. Reviens rapidement. Ok. Mais c'est quoi, non? On a oublié quelque chose. Oh non, je ne peux pas te dire. Reviens rapidement. Elle parle à son chéri. Son chéri dit que peut-être qu'il y a une tradition qu'ils ont oublié de faire ou un truc comme ça. En tout cas, va, tu vois ce que c'est. Elle ne peut pas t'appeler quand même. Tu es rentré, tu n'as même pas eu le temps d'ouvrir ton sac. Tu n'as même pas encore sorti les provisions. Si elle t'appelle, ça veut dire quelque chose, ma chérie, s'il te plaît, rentre, va voir ce qui se passe. Va un peu voir. Tu règles d'abord ça et puis tu me tiens informé. La fille prend la direction de l'ouest. Arrivée là-bas, elle est surprise d'y trouver aussi sa maman. Sa maman, elle était à Douala. Sa maman était supposée avoir aussi pris son car. Mais la maman était encore là à l'ouest. Mais qu'est-ce qui se passe dans ça là qu'on la soit? La maman et sa soeur, dont la tante, disent en fait qu'elles étaient allées consulter parce que quand elles font des tours au village, elles profitent de l'occasion pour aussi un peu aller voir si tout va bien dans la famille, n'est-ce pas? En allant consulter, on dit plutôt à la maman que tu as une fille là, s'il te plaît, elle était là avec toi, il faut qu'elle revienne rapidement. On demande, mais c'est comment, non? Non, il faut qu'elle revienne rapidement, qu'elle ne donne pas à Yaoundé, qu'elle revienne rapidement. Et c'est comme ça qu'elles avaient appelé. Maintenant, alors, le fameux, le trio se dirige vers la Kamsi, dont la famille, vous savez, à Kamsi, c'est une ganga et tout ça, c'est une femme. Donc, ils se dirigent vers la Kamsi. Quand ils arrivent, la femme est là. Elle dit, oh ma fille, ouais, Assia, maman, Assia, ça va aller, ça va aller. La fille, elle se dit, s'assoit là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé? C'est alors là que la dame lui explique en fait, hein, tu sais, dans la vie, s'il y a des moments, il faut prendre des décisions. Parfois, la décision que tu vas prendre maintenant, là, en toi, tu ne voudras pas prendre cette décision-là. Mais il faut absolument, c'est une question de vie ou de mort. Pas seulement pour toi, mais même pour la génération à venir. Elle demande, mais qu'est-ce que la reine est en train de me raconter? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, alors que tu as perdu un enfant dernièrement, non? En tout cas, un fœtus. Elle dit, oui. Ok. Sache alors que c'est ta belle-mère là qui a tué l'enfant. Elle dit, quoi? Comment ça? On dit que oui, sache que c'est elle qui a tué l'enfant. En fait, la belle-mère là, elle est dans une confrérie de sorcières. Son mari, elle ligotait où il est là. Là, même sa propre famille a déjà lavé les mains sur son cas. Ils ne peuvent rien. Son fils est son esclave. Tous ses enfants sont entre ses mains. C'est elle qui dirige cette famille-là. Et son fils est son esclave. Son fils, le dernier là, il ne peut pas se marier. Il va avoir un bel avenir, il va travailler tout, il ira de femme en femme, mais il ne va jamais se marier. Et tout enfant qu'il aura va mourir. Elle va prendre ces enfants-là. Et en tout cas, le pacte qu'elle a fait ne te concerne pas. Mais sache que de ton côté, tu ne peux pas forcer. Et quand elle te dit, par exemple, parce que la fille avait essayé d'expliquer un peu
ce qui se passait. Elle dit que non. Quand elle te dit qu'elle ne peut pas accepter que son fils épouse une Garafi, ce n'est pas parce que tu es de l'ouest du pays. Non, parce que dans sa famille, il y a toutes les tribus. Ce n'est pas parce que tu es de l'est du pays. C'est en fait parce que dans votre lignée, parce que dans la lignée de la fille, ils avaient un lien avec une chefferie là-bas à l'ouest. Dans votre lignée, vous êtes sous la protection de certains totems. Et ces totems-là, si tu te maries, donc la dot, pas le mariage à l'église et tout ça, non, la dot. Si on fait la dot, si le gars-là vient te doter ici, la protection qu'il y a sur la famille s'étend automatiquement sur lui. Et vous allez vraiment déranger les choses de la femme là dans le monde mystique là-bas. C'est pour cette raison qu'elle ne te veut pas. Parce que si tu épouses son fils, tu vas gâter les plans. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas te déranger ou déranger tes enfants. Non, elle pourra les atteindre parce que c'est aussi son sang. Donc c'est à toi de choisir. Ou tu l'épouses et toute ta vie ce sera la bagarre. Tu vas perdre tes enfants d'une façon ou d'une autre. Ou bien tu le laisses. Laisse l'enfant là entre les mains de sa famille et quitte. Et effectivement, elle dit que ça avait été difficile. Hein. Elle dit ça avait été, c'était comme si on lui arrachait, même pas son cœur, son âme. Ça avait été extrêmement, parce que franchement, ce n'est plus qu'elle l'aimait, elle l'adorait presque. Et lui, c'était pareil. Il avait vraiment souffert énormément du fait qu'elle ne voulait plus. Elle lui avait dit que non, ils ne peuvent plus être ensemble. Mais elle ne lui a pas dit pourquoi. Donc, les deux avaient énormément souffert. Bon, maintenant, alors, elle dit qu'elle est mariée. Elle vit bien, elle est avec son mari et tout ça, ses enfants. Mais vous savez comment c'est quand tu as été longtemps dans une famille, il y a quand même des gens de la famille qui, malgré le fait que tu ne leur demandes pas de renseignements et tout ça, de temps en temps, ils t'appellent, non. Ouais, franchement, si tu avais été avec notre oncle, il est ici, il n'est toujours pas marié, il part de femme en femme, il est là, il travaille, tu le vois dans sa grosse maison là-bas, c'est seulement rempli de neveux, de nièces et tout ça. Il est là comme ça, il passe son temps, sa vie, c'est seulement élever les enfants des autres. Ouais, comme ma copine, quand je te vois comme ça, tu as tes enfants et tout ça, n'est-ce pas tes enfants allaient être plutôt les enfants de mon oncle? Ouais, pourquoi tu l'as laissé? Pourquoi? Et vous vous rendez compte, elle ne peut rien dire. Elle regarde seulement. Et elle dit que bien sûr, elle a mal, mais bon. Elle prie juste pour lui. Elle sait ce qui se passe, elle prie juste pour lui. Ok, la famille, passez une bonne journée et n'oubliez pas, il y a des moments dans cette vie-ci, il faut vraiment avoir arrachons-nous les tripes, mais ayons le courage de tourner le dos et de partir pour notre propre bien. Sinon, nous allons perdre quoi? Les enfants, la santé, qu'est-ce que nous allons perdre? Parce que nous voulons sauver quelqu'un qui a déjà été consacré depuis le ventre de par celle qu'il a porté 9 mois dans le ventre. Tu vas bagarrer avec qui? Tu vas bagarrer avec qui? Tu n'es pas en train de bagarrer avec une étrangère qui veut s'accrocher à lui. Non. La femme qui lui a donné la vie, qui a versé le premier sang sur sa tête. Et tu ne sais pas quelle parole elle a prononcée sur la tête de cet enfant-là pendant qu'elle versait son sang. Apprenons souvent à tourner le dos et à continuer de l'autre côté. Passez une bonne journée. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. Surtout, envoyez vos histoires au numéro à l'écran. C'est le +237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur YouTube. Passez une très bonne journée. Surtout, priez avant de dormir. Ciao.